Voilà. Donc, je voudrais vous dire d'abord que je ne voulais pas accepter ce rôle ingrat. Et finalement, j'ai fini par accepter parce que je me suis dit, le samedi soir, à 6 heures, il n'y aura plus personne. Et c'est tout à fait vrai, c'est pas une blague concoctée pour maintenant. Je leur ai dit d'ailleurs, je l'accepte parce que, bon, on sera quelques-uns, on va discuter un peu, et puis voilà. Et puis je me trouve dans un colloque où, dès le premier jour, la salle était pleine. Ça a continué ainsi. Ce matin, je suis arrivé à 9h06 et Jean Vogel avait déjà ouvert la séance. Donc vraiment, c'est un colloque intense, avec une présence nombreuse, et en plus, jusque maintenant, je ne vous infligerai pas un long exposé, parce que je trouve que c'est déjà pas mal jusqu'ici. Je ne rendrai pas compte du contenu, parce que finalement, ça a été un colloque tout le temps en séance publique, donc il n'y avait pas des sous-groupes, des sous-commissions. Tout le monde a pu écouter, discuter ce qu'il voulait. Ça s'est fait en séance plénière, et en plus, c'est aussi rare dans les colloques. Chaque fois, on a eu un temps de discuter. Et c'est vraiment rare, et cette fois, chaque fois, il n'y a pas d'exception à cela dans ce colloque-ci. Chaque fois, nous avons eu la possibilité non seulement de poser des questions, mais aussi de discuter. Donc, pas de compte-rendu, pas de synthèse. Ce que je ferai, c'est juste évoquer 3 points rapidement, pour ne pas vous retenir longtemps. 3 points qui sont traités de manière tout à fait subjective, et vous me pardonnerez cela. Et puis voilà. Le premier point, ça consiste à dire, sommes-nous restés si nombreux, ou sommes-nous venus si nombreux et restés si nombreux, parce que nous sommes dans une si belle salle. Non, c'est important, je veux dire, nous sommes vraiment dans une belle salle, et ce n'est pas tout à fait par hasard. Nous l'avons choisi parce que, on vous l'a dit à un moment donné, Lénine y a été présent, et il y a une plaque au-dessus, en bas, qui en rend compte, paraît-il, bien que je n'ai pas vu la plaque. Lénine, effectivement, a séjourné de nombreuses fois à Bruxelles sans jamais y résider. Contrairement à beaucoup de révolutionnaires qui ont résidé, qui se sont réfugiés à Bruxelles pendant un certain temps, dont Marx bien sûr, Lénine n'a jamais résidé à Bruxelles, mais il a séjourné à de très nombreuses reprises à l'occasion de congrès, de colloques, de réunions, où il se trouvait à Bruxelles. C'est d'ailleurs ici, à Bruxelles, que les bolcheviks sont devenus bolcheviks et les mencheviks, mencheviks. En 1914, c'est la fois où Lénine s'est trouvé ici, dans cette salle, à l'occasion du 4e congrès de la social-démocratie lettonne. Et au sein de ce congrès, qui s'est tenu d'ailleurs du 26 janvier au 8 février, Lénine y a été présent tout le temps, et il a habité d'abord rue de la Tulipe à Ixelles, et ensuite rue Souveraine à Ixelles toujours. Donc pour ceux qui ont été invités, qui se trouvent à l'hôtel Ibis, chaussée de Charleroi, c'est dans cette direction-là, mais un peu plus loin. D'emblée, c'est à travers la figure de Lénine peut-être que se pose la question, une des questions importantes du colloque, à savoir la dérive autoritaire de la Révolution était-elle inscrite dans les gènes d'octobre? Staline lui-même avait construit le mythe de Lénine et du marxisme-léninisme. Et donc il s'était lui-même imposé comme le continuateur de ce mythe, comme l'héritier et le continuateur du marxisme-léninisme. Ce mythe a bien sûr été partagé par tous les staliniens, mais aussi très très largement partagé en Occident, et également par tous les ennemis d'octobre. C'est finalement sur cette question qu'il y a eu pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, un accord important. Staline est bien le continuateur de Lénine. C'est pourquoi la question de savoir s'il y a rupture ou continuité entre Lénine et Staline a été un point largement discuté dans ce colloque. Et on a dit que trop souvent on avait tendance à poser ces questions en termes duals, c'est l'un ou l'autre. Peut-être était-il utile d'aller un peu plus loin dans cette analyse. Et j'ai eu, je ne vous le cacherai pas, beaucoup de plaisir
à écouter Kevin Morgan quand il a fait justement à ce sujet référence à Marcel Lippmann. Il a dit que Lippmann, dans son livre « Le léninisme sous Lénine », avait insisté davantage sur le côté dissemblance. Effectivement, quand ce livre a été publié en 1973, Marcel Lippmann réagissait contre un mouvement alors très fort et dont l'expression la plus modérée résidait dans l'équation suivant laquelle Lénine égale Staline égale Goulag. C'est par rapport à ça notamment qu'il a essayé, dans l'atmosphère du moment, de traiter cette question. Il insistait, et Marcel Lippmann insistait en particulier sur le pragmatisme de Lénine, sur un pragmatisme qui certes ne faisait pas l'impasse sur une substance, sur une théorie qui était aussi celle de Lénine, mais qui s'adaptait aux circonstances et qui, dans beaucoup de cas, s'effaçait devant les exigences du moment. C'est ce que Mathieu Renaud appelait, et que je trouvais la formule très belle, d'ambivalence constitutive dans la pensée de Lénine. Je pense que cette question a été bien développée par Marcel Lippmann, mais qui voyait aussi dans le léninisme des virtualités du stalinisme. Son Lénine ne pouvait être accepté au moment de sa publication que difficilement par les léninistes, comme bien sûr par les anti-léninistes. Ce qui est intéressant, et j'ai eu un grand plaisir aussi, pas seulement sous cet angle, mais d'une manière générale, en écoutant l'exposé d'Alexander Rabinovitch, qui nous a dressé un tableau remarquable de la mise en œuvre, d'une certaine manière, de la Révolution, que l'image qu'en avait donnée Lippmann, pourtant, il y a pas mal d'années, n'était pas du tout démentie par ce que l'on avait appris depuis la révélation des archives soviétiques, et que cette image restait toujours, cette analyse restait toujours d'une grande actualité. C'est pourquoi, sans doute, le livre vient d'être réédité juste pour le colloque maintenant, et qu'une traduction anglaise vient d'être rééditée une nouvelle fois maintenant aux États-Unis. C'était mon premier point sur la salle qui nous rassemble. Le deuxième point porte sur le point essentiel de notre colloque d'une certaine manière, à savoir les héritages d'octobre. Qu'est-ce qu'octobre nous laisse aujourd'hui? Je pense que c'est aussi une idée qui a émergé, peut-être pas exprimée d'une manière aussi nette que je ne le dirai maintenant, c'est que ce qui a précédé la Révolution, c'est la peur de la Révolution et la peur du communisme. De ce point de vue, Enzo Traverso a abordé les rapports de la social-démocratie à octobre et avancé l'idée suivant laquelle welfare state était d'une certaine manière fille d'octobre. Question qui s'est posée largement dans le panel traitant de l'influence de la Révolution d'octobre sur les mouvements ouvriers. Effectivement, je pense, après 1918 en Europe, les inégalités ont considérablement augmenté et que la redistribution des richesses a aussi pris court et c'est considérablement... Excusez-moi, les inégalités ont considérablement diminué et la redistribution des richesses a augmenté. Que cela résulte sans doute, et on l'a discuté dans ce panel, que cela résulte sûrement d'un mélange de l'effet de la révolution russe et de l'action des mouvements ouvriers, les deux étant d'ailleurs liés d'une certaine manière. Que dans ce contexte s'est développé un droit du travail, une sécurité sociale, une réduction considérable du temps de travail, une fiscalité progressive. Toutes ces questions sont aujourd'hui au cœur des luttes sociales et constituent l'enjeu majeur, me semble-t-il, des luttes qui traversent notre société.
Je reviens rapidement à Traverso, qui disait que la social-démocratie s'est d'abord opposée à Octobre. Elle est apparue après la Deuxième Guerre mondiale comme une alternative au stalinisme. Elle s'est ensuite convertie au néolibéralisme. Elle a présenté une belle image comme un développement parasitaire d'une certaine manière de la social-démocratie, s'adaptant parfaitement à des changements d'une certaine manière, pour en arriver peut-être maintenant à une certaine impasse. Car après 40 ans de contre-réforme, d'une part de contre-réforme et d'attaques d'envergure qu'a subi le mouvement ouvrier d'une certaine manière, celui-ci a résisté malgré des reculs sociaux et malgré l'augmentation des inégalités. Mais deux principes, je pense, conservent toute leur légitimité, et même s'ils ont été rognés, ils ont toujours beaucoup de vigueur et constituent toujours, à mon avis, une menace pour le capitalisme. Ces deux principes, qui sont des legs, me semble-t-il, conjoints du communisme et de la social-démocratie. C'est d'abord l'idée de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui a fondé la sécurité sociale. Nous y contribuons suivant nos revenus et nous en bénéficions suivant nos besoins. Nous contribuons à l'assurance maladie et puis nous en bénéficions dans la mesure où nous sommes malades. Certains le seront beaucoup, d'autres moins. Et puis la deuxième idée, tout à fait fondamentale aussi me semble-t-il, des idées très simples, qui sont celles de mutualiser une partie importante des richesses produites pour en faire des biens ou des services gratuits ou au moindre coût, accessibles à tous. L'éducation gratuite, la santé gratuite, les droits sociaux, c'est-à-dire une tendance forte de démarchandisation de la société, d'élargir la sphère non marchande au détriment de la sphère marchande. Et que cela a constitué et constitue un danger pour le capitalisme qui se défend à travers une forme particulièrement agressive et forte, qui, à la différence du libéralisme classique, qui voulait que le marché se développe librement en dehors des interventions de l'État, qui aujourd'hui se sert de l'État pour imposer le marché là où il ne se trouvait pas et de manière souvent avec beaucoup de force, de vigueur et de sauvagerie parfois. Et donc c'est dans ce contexte, ces deux idées fortes me semblent être un des legs importants, commun au communisme et à la social-démocratie, même si le communisme, en tant que parti, en tant que force politique, c'est aujourd'hui non seulement extrêmement affaibli, voire même disparu dans la plupart des pays occidentaux, dans beaucoup de pays occidentaux, et que la social-démocratie subit aujourd'hui le revers historique le plus grand qu'elle ait jamais subi, me semble-t-il, dans son histoire. Mais je pense que malgré ces deux observations fortes, les classes populaires n'ont sûrement pas fini leur travail et qu'elles ont toujours ces bases, ces deux legs dont j'ai parlé, pour continuer leur travail de taupe qui porte atteinte chaque jour, sans que l'on se rende compte parfois au capitalisme et cette résistance après finalement tant d'années de néolibéralisme est quand même à mettre en évidence alors que nous voyons toujours les dégâts qu'a causé ce système pendant ce temps-là. J'en arrive enfin à mon dernier point, qui consiste à dire que nous sommes ici pour les 100 ans de la révolution russe. Pourtant, ni dans l'affiche que vous avez devant vous, ni dans les discours que j'ai entendus, on n'a pratiquement jamais utilisé les mots de commémoration ou de célébration. Ces mots n'ont pas été prononcés et je pense que nous avons raison de les tenir à distance pour ceux qui peuvent charrier dans beaucoup de cas. Pourtant, si nous nous sommes réunis pendant trois journées très denses et intenses, c'est que 100 ans est un moment de commémoration
à travers le monde, et bien sûr, on en fait référence maintenant également en Russie. Même si nous ne commémorons pas, on commémore aujourd'hui, on en a fait état d'ailleurs d'une commémoration prochaine à Bruxelles même. Commémorer, c'est donner à lire un remodelage de la mémoire et aussi une réécriture de l'histoire. Je crois percevoir aujourd'hui dans les commémorations, à côté des dénigrements, des formes de dénigrement habituelles, la perception d'une vision figée des moments de la révolution russe. J'ai l'impression, je peux me tromper, c'est un peu une hypothèse sur les quelques commémorations que l'on a déjà eues, les quelques publications que l'on a déjà eues, et celles que l'on aura dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'ai l'impression que ce qui va dominer, ce n'est pas comme dans des commémorations précédentes, ce n'est pas la diabolisation de la révolution que nous avons connue les fois précédentes. J'ai l'impression, mais je peux me tromper parce que c'est encore très peu perceptible, j'ai l'impression qu'à présent, ce qui va émerger des commémorations actuelles, c'est la défense de février. Février qui représenterait la face libertaire et démocratique de la Révolution, contre octobre qui en serait la face autoritaire et despotique. Je crois que ce côté-là sera celui qui sortira des commémorations aujourd'hui. Je crois que nous avons au contraire essayé d'aller au-delà des simplifications, tenter d'y voir un processus révolutionnaire qui englobe aussi bien ce souffle d'extraordinaire espérance et d'émancipation qu'a dégagé octobre, que le stalinisme qui a tué l'esprit d'octobre, mais tout en revendiquant l'héritage et qui en fait aussi partie. Je crois, ce que j'ai entendu en tout cas tout au long de ce colloque, et je pense ne pas être le seul à travers toutes les discussions que j'ai eues et les échos que j'ai eus, et aussi les sollicitations pour qu'une publication soit faite, l'idée qu'une publication, ce n'est pas seulement la mémoire d'un colloque, mais que c'est ici que nous avons eu, j'ai l'impression, à travers cet ensemble d'apports qui allaient dans des sens divers, une compréhension nouvelle, mais aussi originale de la Révolution. Et je crois que nous avons ici un apport qui gagnera à être publié, à être diffusé, et qui, de ce point de vue-là, sera utile. Éric Hobsbawm, que l'on a cité tout à l'heure, disait que c'est la défaite c'est la défaite qui aiguise l'esprit de l'historien. La Révolution d'octobre donne beaucoup d'occasions aux historiens d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, avant de nous séparer, d'abord que ce soit encore en prolongement de notre colloque à la Maison du Livre, qui est ici tout près, je pense que vous pouvez vous procurer à l'entrée l'annonce. Il y a encore un prolongement de notre colloque à 19h avec une séance sur la politique culturelle avec Françoise Nice, également les soviets au pays de Tintin avec Paul Aron, et c'est une soirée particulièrement intéressante à la Maison du Livre, ici tout près. Mais je voudrais surtout vous dire, avant de nous séparer, d'abord que ce colloque a été co-organisé par un nombre assez important d'associations que l'on vous a citées régulièrement, le Centre d'histoire et de sociologie des gauches, la formation Léon Le Soil, le CARCOP, l'Institut Lippmann, l'Université populaire, qu'il a bénéficié du soutien
de la faculté de philosophie et des sciences sociales de l'Université de Bruxelles, du Fonds national de la recherche scientifique, de la FGTB, que pour sa préparation, beaucoup de personnes y ont pris part. Dès le début, dans sa conception, dans son élaboration, les mails ont circulé, les messages allaient dans tous les sens. Beaucoup de personnes s'y sont très largement impliquées tout au long et aujourd'hui pendant ces journées. Mais je crois qu'il y a une personne qui mérite une attention toute particulière et qui a rendu possible ce colloque qui en a été le véritable artisan du début à la fin. C'est Francine Boll que je vous demanderai d'applaudir. Et à côté d'elle, je voudrais aussi citer Guy Van Sinoy et Jean Vogel, qui en ont été, je crois, des éléments précieux. Voilà, j'espère ne vous avoir pas trop retenu. Francine veut dire...